Nous sommes le 10 avril, deux événements aujourd'hui. La fin du Ramadan, la fête de l'Aïd, qui est bien tristement fêtée ou non fêtée à Gaza. Et ce même jour, la réception par le deuxième personnage de l'État, c'est-à-dire le président du Sénat, Gérard Larcher, du président de la Knesset, ce qui est absolument une honte. Jour particulier aujourd'hui aussi pour moi, une petite anecdote personnelle. Il y a 20 ans exactement, jour pour jour, Michel et moi débarquions pour la première fois en Palestine. Donc c'est un jour particulier. Alors que dire? Gaza, donc vous avez vu que l'armée est partie de Khan Younes, avec la promesse faite par Netanyahou que Rafah, il y aurait bel et bien une opération. On ne sait pas quand, la date aurait été fixée. La population de Rafah, une partie est repartie sur les routes pour aller vers le nord, où ils ne vont trouver que ruines et plus de maisons. Donc à suivre. La promesse d'entrée de camions d'aide humanitaire, il avait été dit, après le retrait de l'armée, 300 à 400 par jour. On n'en voit pas vraiment trace. Donc la famine continue à régner, des gens continuent à mourir de faim, de déshydratation, de malnutrition et de manque de médicaments. Et puis, malgré le retrait de l'armée à terre, il y a toujours des bombardements et des morts, des familles, etc. Donc rien n'a changé pour l'instant. Donc ça c'est Gaza. En même temps, je ne sais pas si vous suivez les médias mainstream qui sont encore fréquentables, je ne parle pas de CNews, etc. Mais le ton commence à changer, il y a de plus en plus d'articles quand même sur ce qui se passe à Gaza et sur ce qui ne se passe pas. J'ai vu passer que la Société des journalistes du monde avait envoyé une protestation concernant le fait que les journalistes étaient interdits d'entrer. Donc ça change un petit peu. Et j'ai trouvé deux articles, un sur le site de France Info, sur ce qui se passe en Cisjordanie, parce qu'on sait peu, mais on sait quand même, ils filtrent les choses de Gaza. Mais en ce moment, en Cisjordanie, depuis le 7 octobre, la colonisation bat son plein. Il y a de plus en plus de terres prises, alors officiellement 800 hectares par exemple dans la... Désolée. C'est ça, c'est dans la vallée du Jourdain, c'est-à-dire un endroit fertile. Intensification de la répression, de la violence, par l'armée, mais aussi par les colons. Colons qui bénéficient d'un armement donné par l'armée, avec fusil d'assaut. Colons qui se mettent à s'habiller avec des uniformes de l'armée alors qu'ils ne font pas partie de l'armée et qui n'hésitent pas à abattre des villageois, des gens dans les camps de réfugiés, dans les villages. Parallèlement, le pouvoir israélien barre les routes principales, ce qui veut dire que les gens ne peuvent plus se déplacer. De plus en plus d'obstacles, donc là je parle bien de la Cisjordanie, pour accéder aux terres agricoles. Or, c'est la principale ressource. Et puis, des départs forcés, notamment dans les tribus bédouines, où des colons débarquent, détruisent les tentes, volent ce qu'il y a à voler, et les Bédouins, qui sont des éleveurs, doivent partir. Donc ça, c'est pour la Cisjordanie. Et puis, il reste la Palestine, les Palestiniens 48, c'est-à-dire les Arabes israéliens, comme on dit, qui ne sont pas exempts de répression, de plus en plus. Et parmi eux, les prisonniers. La semaine prochaine, la vigie sera sans doute particulière parce que le 17 avril, c'est le jour des prisonniers. En Palestine, il y a des manifestations partout pour demander la libération des prisonniers et en mémoire des prisonniers morts en prison, dont un cette année dont je voulais parler. Il s'agit d'un écrivain qui s'appelait Walid Daka,
qui est mort il y a quelques jours. Walid Daka, le plus simple, c'est que je vous lise le texte et puis un texte de lui. Donc, Walid Daka n'a jamais pu sortir du lieu sans porte, expression qu'il utilisait pour évoquer la prison dans ses discussions avec sa fille, Milad, aujourd'hui âgée de 4 ans. L'écrivain palestinien, citoyen d'Israël, y a passé 38 ans, y est mort dimanche 7 avril à 62 ans. Il souffrait d'une rare forme de cancer de la moelle osseuse, diagnostiquée en 2022. L'an dernier, la justice israélienne avait rejeté sa demande de libération anticipée pour raison de santé. Depuis le 7 octobre, Walid Daka a été torturé, humilié, privé de visite de sa famille et négligé encore plus qu'avant sur le plan médical. Entre-temps, il a été hospitalisé à 2 reprises en raison d'une dégradation de son état de santé. C'est une alerte faite par Amnesty International en mars. Amnesty International qui demandait sa libération. Lundi, son frère Assad Daka a expliqué que sa dépouille n'avait pas encore été rendue à sa famille. Sur ordre du ministre de la Sécurité nationale, donc la dépouille n'est toujours pas rendue. De plus, une tente pour permettre à la famille et aux proches d'exprimer les condoléances et pour se recueillir dans le village a été démontée par l'armée israélienne, par les forces de sécurité. Et donc sa famille n'a même pas pu se recueillir. Walid Daka avait pourtant dû mourir en liberté. Il avait purgé sa peine initiale. Arrêté le 25 mars 1986, il avait été condamné l'année suivante à la perpétuité par un tribunal militaire israélien pour son appartenance à une cellule armée palestinienne responsable de l'enlèvement et du meurtre d'un soldat israélien. Walid Daka n'était pas présent au moment du kidnapping et n'a pas été condamné pour assassinat. En 2012, la perpétuité a été ramenée à 37 ans. Il aurait dû sortir en mars 2023. Mais en 2018, il a été condamné à 2 ans de détention supplémentaire pour avoir fait passer des téléphones portables au sein de la prison. En près de 4 décennies derrière les barreaux, Walid Daka a publié plusieurs romans et contes, obtenu un master. Sa réflexion sur l'expérience carcérale résonne largement au sein de la société palestinienne. Par l'écriture et son mariage avec Sana Salamé en 1999, par la conception de leur fille Milad, par insémination artificielle en 2020, après l'exfiltration clandestine d'un échantillon de son sperme, il a tenté de repousser les murs de sa prison. Il était l'un des détenus palestiniens les plus anciens en Israël. Son statut hybride, un Palestinien avec la citoyenneté israélienne, l'avait exclu des accords d'échange de prisonniers palestiniens négociés notamment au moment des accords d'Oslo. Dans un texte intitulé Temps parallèle en 2006, marquant ses 20 ans de détention, Walid Daka racontait ainsi sa condition. En 1996, j'ai entendu le klaxon d'une Subaru pour la première fois depuis 10 ans et j'ai pleuré. Ici, par exemple, on ne se demande pas quand on va se revoir ni où. Donc on s'est rencontrés et on se rencontre continuellement au même endroit. On se déplace ainsi à l'improviste le long de la frontière entre le passé et le présent. Et chaque moment, au-delà du présent, est un futur inconnu que l'on ne sait pas comment gérer. Notre futur est hors de contrôle. Voilà, suit un texte que j'aimerais qu'il soit lu, un texte de Walid Daka, qui s'appelle donc Un lieu sans porte, mais j'aimerais bien que quelqu'un d'autre que moi le lise. Un lieu sans porte. Un jour où Milad venait de rentrer d'une escapade au bord de l'océan, je lui ai promis au téléphone que je l'emmènerais là-bas la prochaine fois. Elle s'est arrêtée quelques secondes hésitante, comme si elle ne voulait pas me choquer, avant de finalement répondre « Non, tu n'as pas de porte ».
Longtemps, à chaque fois que Milad me demandait au téléphone « Papa, où es-tu ?», j'évitais d'utiliser le mot « prison ». Je craignais que ce soit trop pour elle, à cet âge tendre, de commencer à vivre avec ce mot et ses lourdes implications. Déchiré, je me débattais avec cette question. Devais-je dire à ma fille la vérité? Ou devais-je lui cacher la réalité amère, empêcher les implications du mot prison de s'immiscer dans son imagination? Avec ses visites, Milad avait compris ce qu'était une prison, bien avant qu'elle ne connaisse la signification du mot. Pour elle, c'était un lieu sans porte, où son père était confiné, qu'il était incapable de quitter. Et pour elle, s'il n'y avait pas de porte, il ne pouvait y avoir d'escapade au bord de l'océan. Pas de petit déjeuner pris ensemble. Et pas d'opportunité pour moi de l'accompagner à la garderie qu'elle appelait affectueusement l'école. Dès les premiers moments de leur vie, nos enfants sont amenés à comprendre la réalité des murs, des barrières, des checkpoints. Ils comprennent bien avant de connaître le mot « occupation ». Alors on se pose une question contrariante qui est de la plus haute importance pour leur éducation. Comment transformer la sensation oppressante créée par cette réalité en force pour l'action positive, qui puisse contribuer de façon constructive au développement de leur jeune personnalité? En me demandant si je devais utiliser le mot prison avec Milad, les souvenirs de mes années de captivité ont commencé à se rejouer dans mon esprit. Pendant ces années, je me suis retrouvé à vivre aux côtés non pas d'une, mais de 3 générations de prisonniers, le père, le fils et le petit-fils. Peut-être que c'est l'omniprésence des prisons dans les vies des enfants, à travers leurs visites fréquentes à des membres incarcérés de la famille, qui les ramène aux limites de la prison comme les prisonniers eux-mêmes. Dans une de mes histoires de prison, intitulée « Mon oncle, donne-moi une cigarette », un jeune garçon de 12 ans m'a demandé une cigarette. Dans des circonstances normales, au-delà des murs de la prison, j'aurais dit non. On ne veut pas que les enfants fument. Mais dans cet environnement, il m'a semblé que, par cette requête, le garçon voulait grandir vite pour mieux pouvoir supporter les années d'enfermement qui se dessinaient alors devant lui, ou peut-être pour se remettre de la violence de son arrestation. Par l'acte de fumer, il aurait l'air de proclamer « Regardez-moi, je suis un adulte ». J'ai donc tendu une cigarette au garçon. Et en présence de Milad, j'ai finalement dit le mot « prison ». En fin de compte, je n'ai fait que suivre le signal que Milad m'avait envoyé. Elle m'avait enseigné l'importance de l'honnêteté et de la sincérité lorsqu'on éduque les enfants. En fin de compte, peu importait qu'elle m'entende utiliser le mot prison. Dans son cœur, elle savait déjà ce que cela voulait dire. C'était un lieu sans porte. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Il y a un retour sur la journée du 3 qui nous a rassemblés à pas mal de personnes. On était une 50aine ici, 120 au cinéma. André Rosweg vous envoie son salut. Il a été ravi de son séjour ici, enfin de son bref séjour. La prochaine séance de cinéma sera fixée, Jean-Claude, la date, le 16 mai, donc pour La Terre par l'Arabe. Une dame dans le public, lors du dernier film, nous a dit qu'il était visible sur YouTube, mais ça serait mieux qu'on soit ensemble, et surtout que Sandrine Mansour sera là, non pas en chair et en os, mais par vidéo, enfin par visio, voilà, avant le film et après le film pour débattre. Sandrine Mansour, qui est une Palestinienne qui vit en France. Donc, regardez-le sur YouTube si vous voulez, mais si vous voulez débattre, c'est mieux au cinéma le 16 mai. Et puis après le 3 avril, il y a eu le 6 avril, nous étions 30 comme un joie à l'Almezan pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah, ce qui n'est pas mal du tout. Prochain rendez-vous pour lui en octobre, à moins qu'il soit libéré d'ici là. Si personne ne veut prendre... Alors je rappelle déjà
à ceux qui ne sont pas au courant que notre groupe Comminges Palestine Solidarité se réunit ce soir à 18h15, salle du haut du Régent, pour étudier les prochaines actions, les actions en cours, etc., etc. Donc 18h15. Et si personne ne veut prendre la parole et si vous avez encore un petit peu de patience pour une lecture, je vous lirai bien un article, une opinion de Pierre Stamboul, que certains connaissent peut-être, hein, qui fait partie du JFP aussi, qui s'appelle « De la mer au Jourdain, l'égalité des droits ». Alors, de la mer au Jourdain, c'est un slogan qui est diabolisé par certains parce qu'on pense que ça veut dire les Juifs à la mer. De l'autre côté, quand un Israélien dit de la mer au Jourdain, Israël, ça veut dire les Palestiniens, pas forcément à la mer, mais tués. Et puis, il y a des gens qui utilisent cette expression de la mer au Jourdain pour un État où tout le monde partagerait la terre. À l'heure où ces lignes sont écrites, il y a plus de 40 000 morts, c'est un vieux texte, ou disparus à Gaza. C'est l'équivalent de 1 300 000 morts en France. Plus personne ne peut nier, malgré le matraquage médiatique et malgré la complicité du pseudo-arc républicain, qu'on a affaire à un génocide. En Israël, les barrières morales se sont écroulées. Les Israéliens se vivent en victimes et pas en bourreaux. Tous les dirigeants israéliens ont théorisé l'idée qu'il était légitime de tuer tout le monde, y compris les femmes et les enfants. La Cour internationale de justice a cité nommément le président Isaac Herzog, issu du Parti travailliste, le ministre Yoav Gallant, célèbre pour avoir traité les Palestiniens d'animaux humains, ou Amichai Eliyahu, qui proposait de lancer une bombe nucléaire sur Gaza. Les actes cruels se sont multipliés. Bébés laissés à l'abandon dans des hôpitaux détruits, blocage des camions apportant une aide alimentaire, mitraillage avec des tanks d'une foule affamée se précipitant sur un camion de vivres. L'occupant organise la famine et torture les prisonniers. Il n'y a plus de limite. En France aussi, les supporters d'Israël ont perdu toute limite. Si les Gazaouis sont d'accord avec le Hamas, alors il n'y a pas de dommages collatéraux. On a affaire à des sauvages qui ont dévoilé leur vrai visage. C'est Michel Boujna. Il n'y a pas non plus de limite en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Les colons et l'armée multiplient ensemble les actes contre la population civile, les expropriations, les destructions de biens, les pogroms. Le programme du sionisme a toujours été un maximum de territoire et un minimum d'Arabes. Du côté de l'aile la plus fasciste du gouvernement israélien, le programme est simple: tuer ou expulser, provoquer une nouvelle Nakba, comme en 1948. Les pays occidentaux et arabes portent une responsabilité majeure. Les États-Unis, bien sûr, qui arrosent les assassins de dollars et d'armes meurtrières. Biden s'est tiré une balle dans le pied en se coupant d'une partie importante de son électorat. Netanyahou n'a plus qu'à attendre tranquillement le retour de Trump et de ses alliés, les chrétiens sionistes, qui sont des antisémites avérés. Les dirigeants arabes, malgré leur opinion publique très sensible à la cause palestinienne, sont restés des collabos. Ils n'ont pas utilisé l'arme du pétrole. Ils ont maintenu les relations diplomatiques avec Israël. Ils laissent faire les pires massacres, se contentant de quémander à l'occupant le droit de larguer quelques colis par avion, comme on jette de la nourriture aux chiens. Les dictatures du Golfe rêvent de ramasser la mise en cas de cessez-le-feu, en installant leur homme, Mohamed Darlan, à la tête de Gaza. Ce combattant de la première intifada est devenu un mafieux lors de son retour à Gaza en 1994. C'est lui qui a lancé une tentative de coup d'État contre le Hamas en 2007. Il s'est enfui, vit à Dubaï et rêve de revenir les poches bourrées de dollars au pouvoir. Dans l'Union européenne, il y a certes des pays qui se sont un peu distingués de l'unanimisme pro-israélien. L'Espagne, l'Irlande, la Belgique. D'autres ont fait du zèle.
Le Premier ministre suédois a fait un superbe lapsus. Israël a le droit de commettre un génocide, de se défendre. En Allemagne et en France, les manifestations pour la Palestine ont été interdites. Les chefs d'État ont multiplié les déclarations, Macron allant jusqu'à proposer d'engager l'armée française contre le Hamas. Les militants sont poursuivis pour apologie du terrorisme dès qu'ils ne reprennent pas le discours dominant. Les médias martèlent la version officielle sur le pauvre peuple israélien traîtreusement attaqué. L'Occident avait beau jeu de dénoncer des pays comme la Russie, l'Iran, la Chine, dénoncés comme d'affreuses dictatures. Le soutien occidental à un régime qui assume de tout détruire, d'assassiner méthodiquement des familles entières et de mitrailler des foules affamées les discrédite totalement. Toutes les valeurs que cet Occident était censé représenter, la démocratie, le droit des peuples, ont été piétinés. Israël a détruit tout ce qui restait du droit international tel qu'il était censé exister depuis 1945. L'impunité, la cécité volontaire vis-à-vis du rouleau compresseur colonial, le silence devant les pogroms perpétrés par les colons et l'armée, la surdité devant les appels au meurtre des dirigeants israéliens, tout ceci ramène la planète à la loi de la jungle. Il n'y a plus ni règles ni droits. L'ONU et la justice internationale n'ont aucun pouvoir. Les soudards sont partout. Au passage, cette guerre détruit aussi les mémoires du judaïsme, de l'antisémitisme et du génocide nazi. Désormais, systématiquement, les racistes et l'extrême droite attaquent ceux qui défendent les droits du peuple palestinien en les accusant d'être des antisémites.